Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle, au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Bienvenue à Élever la physio avec moi-même François Grégoire. Aujourd'hui, je parle avec Blaise Dubois, qui n'a pas besoin de présentation au Québec ou à l'international, de surmédicalisation un peu et de plein d'autres sujets beaucoup. Alors, je te souhaite bonne écoute. Salut, c'est François. Je suis avec Blaise Dubois. Blaise n'a pas vraiment besoin de présentation. Si tu ne sais pas c'est qui Blaise, ça me surprend que tu sois en train d'écouter ce podcast-là. Alors, Blaise, merci vraiment beaucoup d'être venu me rejoindre. Ça a donné que tu étais dans la région de Montréal en fin de semaine. Puis, j'apprécie vraiment le temps que tu prends de venir me jaser. C'est toujours super le fun, super intéressant. Merci François. On est où là? Et là, on a une superbe vue sur Montréal, le fleuve, le pont. On voit tout d'ici. Je ne sais pas où on est, mais on est dans un super restaurant et j'ai le goût d'emmener ma blonde ici. Oui, c'est vraiment cool. C'est cool. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Ça s'appelle le Sora par Hiatus. Hiatus qui est le restaurant à l'étage au-dessus de nous. Puis on a une vue presque 360 de Montréal. Derrière toi, c'est le Mont-Royal. C'est vraiment beau. Fait que nos auditeurs pourront avoir une idée de un petit peu où est-ce qu'on se situe puis qu'est-ce qu'ils peuvent voir. J'aime ça toujours, expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui a mené à ce qu'on se rencontre aujourd'hui puis qu'on jase aujourd'hui. Ça doit faire une semaine ou deux semaines peut-être. Là, j'étais à une autre place que j'aime beaucoup, à Sainte-Rose, à Laval, près d'une de nos succursales. Ça s'appelle Oregon Bar à vin. Puis j'étais assis au bar avec une collègue, Émilie, puis quelqu'un d'autre, puis on jasait de toutes sortes d'affaires en physio par adaptation, puis à un moment donné, Émilie dit « Ah, mais t'as-tu écouté les podcasts à François, à l'autre personne? » Puis l'autre personne dit « Ah non, mais tu fais des podcasts. » Là, je sais pas, on se met à parler de toutes sortes d'affaires, puis je dis « Hey, il faudrait que j'invite Blaise. » Puis là, il était 10h30 le soir, puis là, je t'ai texté, puis là, je continue à jaser, puis à un moment donné, je regarde mon téléphone, tu m'avais déjà répondu. Es-tu un couche-tard, Blaise, dans la vie? Non, pas tellement, mais non, mais je profite de toutes les minutes de ma journée. Fait que ça se peut que je te réponde tard le soir parce que je suis pas encore couché. Là. Ouais, c'est vrai. T'es-tu un gars qui travaille beaucoup? Oui, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, mais je fais à peu près que des affaires que j'aime. Je suis beaucoup sur mon X dans ma vie, là. Fait que, je fais une journée clinique. En fin de semaine, je vais enseigner pendant une journée. Le lendemain, je vais aller faire du sport. Présentement, on est dans de l'immobilier mélangé à de la gestion de clinique, mélangé à là, sur ton site. C'est ça, il y a plein de choses. Fait que, moi, ma vie est extrêmement chargée de choses, le fun, qui fait en sorte que je tripe dans ma vie. Là. Tu m'avais déjà dit que si tu fais des choses que t'aimes, tu peux travailler beaucoup, puis tu feras jamais ça un burn-out. Ouais. Comment je pense que je me sens très loin du burn-out, effectivement. Des fois, je suis obligé de gérer un peu mon sommeil. Puis, oui. Mais tu sais, moi, j'ai mon heure ou deux de sport à tous les jours. Je dors suffisamment. En tout cas, de temps en temps, je suis obligé de couper un petit peu, là, mais c'est vraiment pas une option habituellement. Et je travaille le reste du temps. Bien évidemment, j'ai ma blonde, j'ai mes enfants, j'ai ma petite fille. J'ai plein de projets de toutes sortes. Mais quand tu es dans les projets, les choses très motivantes, là, c'est sûr que tu es ultra efficace pour faire des affaires qui sont pas demandantes. Là, tu finis ta journée, puis fait que voilà. Comment est-ce que tu gères cette quantité de travail-là, puis les choix qu'on a à faire? Tu as une famille aussi, puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'avec une famille, ça te force à faire des choix, parce que travailler les soirs puis la fin de semaine, un peu ce qui entoure la semaine normale, ça devient plus difficile. Comment tu choisis? Comment tu arrives à choisir? Moi, ça a été quand même quelque chose que j'ai trouvé difficile. Oui. Tu sais, c'est très facile de choisir quand tu définis ton X puis que tu dis, OK, ça, j'aime pas ça, je suis pas bon, je le flush, je le délègue, j'arrête. À quelqu'un qui aime ça. Mais c'est ça, ouais. Exact. Mais le problème, c'est que quand tu as trop de choses que tu aimes dans ta vie, oui, c'est ça. Puis que tu as plein de choses que tu as envie d'explorer, puis qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire, là, ça devient un peu plus compliqué. Fait que, pour moi, il y a des non négociables. Les non négociables, c'est mon heure ou deux de sport par jour. C'est clairement, c'est mon équilibre. C'est ça qui me donne aussi de l'efficacité dans mon travail. Donc, ces heures-là sont essentielles.
Il y a le sommeil, fait que ça m'arrive de temps en temps que tout d'un coup, je suis dans une phase où je dors moins parce que je voyage en Europe, puis là, je suis sur le décalage, etc. Mais je sais que mon QI diminue, je sais que ma santé diminue, je sais que tout va mal si je continue de couper le sommeil. Donc, il faut que je rééquilibre. Ça, c'est un non négociable aussi. Et puis après ça, ben, il y a le temps avec ma femme, avec les activités avec les enfants, fait que, qui sont de haut niveau de qualité, puis qui sont, tu sais, je suis proche de mes enfants, mais en même temps, ils sont très indépendants, ils font leurs affaires beaucoup. Et puis, ben, ma blonde, on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble, fait que je passe quand même beaucoup de temps avec, beaucoup plus que beaucoup d'autres amis couples, en fin de compte, qui travaillent chacun de leur côté. Là, fait que, oui, c'est ça. Être en affaires, ça donne un peu cette liberté-là, parfois, de choisir ce genre d'exposition-là. Et de choisir aussi les plus belles heures de la journée pour aller courir au soleil. Oui. Ça fait qu'il y a plein d'avantages de gérer ton horaire de cette manière. Toujours à 10 heures le soir. C'est ça. Blaise, on s'était dit qu'on avait comme jasé un petit peu de quelques sujets, puis peut-être qu'on jasera une autre fois d'un autre sujet, mais on s'était arrêté sur la surmédicalisation ou l'hypermédicalisation. Dis-moi pourquoi c'est un sujet qui t'intéresse. Ben, écoute, j'ai donné des conférences sur le sujet. Je pars en Europe dans une semaine et demie, donner dans un congrès en Suisse. Je vais parler de ce sujet-là. En physiothérapie, je pense que c'est un sujet chaud. On utilise beaucoup de modalités à faible valeur thérapeutique. On a tendance à parfois surtraiter nos patients, surtout dans le passé. Je pense que c'est beaucoup mieux maintenant. On est dans un milieu, l'orthopédie, où la chirurgie orthopédique manque de données probantes et surmédicalise une tonne de conditions. C'est la même affaire en médecine et avec la médication, avec les anti-inflammatoires. Les sujets sont tellement nombreux de la surmédicalisation, c'est-à-dire utiliser des modalités à faible valeur qui ne servent à pas grand-chose, qui sont parfois même nuisibles, oui, parce que quand je parle de surmédicalisation, j'inclus là-dedans la surmédication, la surinvestigation. À l'heure actuelle, là, les résonances magnétiques qui pullulent partout, là, c'est un problème. On peut parler de surtest, de surtraitement en physiothérapie quand tout d'un coup, ben, on fait des traitements qui servent à pas grand-chose de façon répétée. Fait que c'est un sujet chaud et c'est un sujet un peu tabou. Fait que, tu sais, moi, quand je vais en congrès, c'était un des sujets que j'ai donné dernièrement dans un gros congrès, puis finalement, ben, ça a soulevé beaucoup de passion dans l'audience et je pense que c'est un sujet qui est intéressant de discuter. On en parlait à micro fermé juste avant, puis moi, je te disais que moi, je différenciais le terme médicalisé du terme surmédicalisé ou hypermédicalisé, puis que pour moi, médicalisé, puis ça vient entre autres de mon ami Axel, qui est physio, que tu connais certainement peut-être un peu, on dit que médicalisé, c'est rendre médical quelque chose qui ne l'est pas. Donc, une différence de longueur de jambe, qui n'a pas d'impact. Donc, on pourrait médicaliser une pathologie, quelque chose qui n'est pas vraiment une pathologie, finalement, ou qui n'est pas vraiment un problème, puis que surmédicaliser, ça rejoint un petit peu plus ce que tu disais, là, faire des interventions qui sont pas nécessaires et qui sont certainement encore, dans ce sens qui est plus grave, là, qui sont même dangereuses pour le patient ou qui amènent des risques inutiles. Ouais. Opérer pour rien, ça amène des risques inutiles. Infiltrer pour rien, ça amène des risques inutiles. Prendre la médication pour rien, surtout de façon prolongée, ça amène des risques inutiles certainement plus grands que qu'est-ce que nous, on peut faire quand on ne devient pas invasif dans nos traitements, par exemple en physio, si les données probantes démontrent que ça fait du sens d'aller dans cette direction-là. Est-ce que tu vois ça de la même façon? Alors, on peut donner les définitions qu'on veut. Moi, quand je parle de médicalisation, c'est que quand le patient va voir un médecin pour recevoir, parce qu'il a mal à un tendon quelconque, puis qu'il reçoit de la médication, c'est de la médicalisation. Quand il vient me voir en physio parce qu'il veut un diagnostic, parce qu'il veut savoir quoi faire, pour moi, c'est de la médicalisation. Peu importe la définition qu'on y donne, il y a un moment donné où on dépasse le besoin du patient, on dépasse ce qui est nécessaire, on va du côté du surtraitement, du surdiagnostic, c'est-à-dire faire des diagnostics qui sont inutiles et qui vont amener au surtraitement. Ça veut dire faire du surtest, c'est-à-dire je recommande une radiographie, une résonance et c'est pas nécessaire. Quand on parle de surdiagnostic, c'est d'identifier par exemple des problématiques qui ne sont pas des problématiques. Qui n'existent pas. Exemple, une épine de l'œil noir que je viens de trouver sur une radiographie. Ben, finalement, c'est du surdiagnostic. Là, ça sert absolument à rien. Fait que c'est tout ça que je mets sous l'érige de la surmédicalisation. Mais après ça, il y a des définitions qu'on pourrait définir de façon plus propre, là, si on voulait. Puis tu sais, quand on regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, si tu vas sur Instagram, sur TikTok, est-ce que tu appellerais ça de la surmédicalisation ou de l'hypermédicalisation quand on commence à inventer des trucs qui n'existent pas pour justifier la problématique des gens? Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. C'est clair que ça fait partie de ça.
Puis, tu sais, j'aime bien, Ian Harris a fait un peu une revue de la littérature sur l'intérêt de certaines thérapeutiques en médecine musculo-squelettique. Ian Harris est un Australien qui est orthopédiste, qui est très dur sur l'orthopédie et la chirurgie, qui a sorti des stats, qui a fait des choses vraiment impressionnantes, qui a écrit d'ailleurs 2 livres, là, dont The Surgery de Ultimate Placebo. Fait que c'est vraiment, ça traduit un peu ce que... Ouais, ben, je pense que là, tu peux lire le livre, mais le titre veut tout dire. Ouais. C'est ça. Et en fin de compte, ce qui sort, c'est qu'il dit qu'il y a à peu près 60% des interventions qu'on fait en médecine, de façon générale, qui ont une valeur scientifique et qui ont une démonstration d'effets positifs. Tu as à peu près 30% qui, en fin de compte, sert à peu près à rien. Et je pense qu'en physio, on est beaucoup souvent dans ce 30%-là, c'est-à-dire faire beaucoup de choses qui peut-être servent à rien puis qu'on ne remet pas en question. Mais il y a surtout un 10% qui sont nuisibles, qui sont problématiques, et en fin de compte, on justifie ce 10%-là simplement en se disant oui, mais on fait tellement bien à beaucoup de monde que c'est correct à un moment donné, mais il est important à considérer. Puis ça, c'est peut-être moins le propre de la physiothérapie, mais c'est clairement le propre de la médecine de façon générale que de se permettre d'avoir un 10% d'effets négatifs, c'est-à-dire on est délétère sur la condition, on augmente la chronicisation, on tue des gens, bon, etc. etc. Oui, carrément. Ouais. Parce que là, c'est ça, le risque qu'on a en physio est quand même moins grand que ce qui peut exister au niveau médical en médecine. Exact. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Surmédicaliser. On inclut ou exclut les personnes qui parlent. Ouais. Pourquoi ça existe? Pourquoi... Je pense qu'une des premières raisons, puis d'ailleurs là-dessus, il y a une super bonne étude de l'AM qui a été publiée en 2020. En fait, il énumère justement c'est quoi les causes de la surmédicalisation. Puis une des causes, en fin de compte, c'est qu'on est de plus en plus dans une médecine défensive, médico-légale. On a peur de se tromper, on a peur de ne pas faire un diagnostic. On a tout faire au lieu de c'est ça. Puis là, tu dis, ouais, mais si jamais ça va pas bien puis je ne l'ai pas fait, ben je le fais. Mais si tu le fais pas, ben là, tu portes la responsabilité de ne pas avoir fait quelque chose. De même affaire pour les investigations. Tu sais, on pourrait faire des radios pour tout le monde qui se fait une entorse de cheville, mais on a des critères d'Ottawa précis qui nous disent, ben, tu t'en manques 1 sur 100 si tu suis les critères d'Ottawa. Fait qu'est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investiguer tout le monde, d'avoir des coûts phénoménaux, d'avoir irradié certains patients, etc. Tu aurais irradié 99 personnes pour rien. C'est ça. Fait que là, on met en place des procédures pour essayer de justement éviter cette surmédicalisation, mais les raisons pour lesquelles on le fait, c'est la peur et tous les aspects médico-légaux, là, puis ça vient des États-Unis beaucoup, les poursuites, les affaires. La deuxième chose, c'est qu'on devient de moins en moins bon pour faire un diagnostic, et je pense principalement à nos amis médecins généralistes qui ont tellement un champ de pratique large qu'en musculo-squelettique, ils sont pourris, on va se le dire. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte que ils vont beaucoup plus facilement aller vers des radiographies, vers des investigations paracliniques comme la résonance magnétique. Et puis après ça, il y a d'autres raisons. Il y a... je pense à mon dentiste que j'adore, mais à chaque fois, il me propose des radiographies pour finalement mes dents. Là, à tous les 6 mois, en fin de compte, il y a probablement une machine qui veut rentabiliser. Puis on a vraiment, je sais pas, mais on surutilise des modalités probablement, et c'est très fort aux États-Unis et c'est assez bien démontré, de façon consciente ou inconsciente. On va dire incentive en anglais, comme on dit ça. Incitatif, oui. Un incitatif, en fin de compte, c'est qu'on a des avantages financiers à faire aussi de l'hypermédicalisation. Et là, on va tomber dans la physio. Le modèle ancien, on rembobine 20 ans en arrière. Peut-être encore trop jeune, là, mais 25 ans en arrière. Oui, 20 ans, j'étais aux études quand même. C'est ça. Fait que là, on rembobine, là, on faisait de l'électrothérapie, on faisait plein d'affaires qui servaient absolument à rien. Ça existe encore aujourd'hui. C'est sûr. Mais on faisait plein de choses et de façon répétée. Fait que le modèle, en fin de compte, financier même d'une clinique avait un intérêt à voir, on sait, là, on est les 2 propriétaires de cliniques, là, si tu vois plus tes patients, tu vas mieux rentabiliser ton business. Et ça ne veut pas dire qu'il faut moins voir les patients et pas faire des bons traitements, mais il faut clairement pas que le plus de traitements, parce que c'est plus rentable, ait une influence sur comment on va gérer nos patients. Comment est-ce qu'on sépare, tu sais? On va aller ailleurs. Souvent, ce qu'on entend, c'est la physio. Pas souvent. Ce qu'on entend de certaines personnes, la physio, ça fait partie des soins de santé qui devraient être payés par le système de santé public. Là, tu disais, là, on est les 2 propriétaires. Les gens vont souvent dire, certaines personnes vont dire, ça n'a pas de sens que dans une clinique, tu sois payé basé sur le fait si tu as vu des patients ou pas, parce que ça va teinter ton jugement.
Puis là, ben moi, ma réponse, c'est si tu es payé en ce moment puis que tu travailles pour l'hôpital, s'il n'y a pas de patient, tu n'as pas de job non plus. L'argent a toujours un impact. T'sais. Et où la distinction entre... comment est-ce qu'on peut, dans notre cerveau d'humain, faire la différence entre qu'est-ce qui est payé puis qu'est-ce qui n'est pas payé, pourquoi est-ce qu'on voit un patient, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le patient, alors qu'il y a des gens qui vont penser que le système de santé publique est bien mieux placé pour traiter des patients compte tenu que les gens ne sont pas payés basé sur le fait qu'ils voient des patients alors qu'il n'y aurait pas d'emploi s'il n'y avait pas de patients de toute façon. Ouais. Oh, c'est une bonne question. On est dans un système, par exemple, nous, on voit les patients aux 30 minutes. OK? Fait que tu as 30 minutes pour être avec un patient qui, lui, paye un service d'expertise. En plus, il ne paye pas pour 30 minutes, il paye pour un service d'expertise. Fait que si après 25 minutes, tu as fini ou que ça te prend 35, ça ne change absolument rien parce qu'il paye pour ce que tu es capable de y apporter. Il ne paye pas à l'heure. C'est ça. Et le patient ne paye pas à l'heure, il paye pour un service. Là, de la même manière que... Après, nous, comme propriétaires, on a comme un temps alloué, puis là, ben nous, on paye par exemple nos physios aux patients. Fait que si tu fais plus de patients, ben tu es payé plus. Puis voilà. Fait que, tu sais, la structure est faite comme ça. Dans quelle mesure ça teinte le professionnel? Je te dirais si il n'y avait pas de temps précis par rapport à une évaluation, puis que, comme en médecine, tu pourrais avoir juste un patient par jour, mettons. Ben c'est ça. Ou sinon, l'utopie, là. T'sais. Non, mais sinon, on prend l'inverse. Tu es payé au patient, mais c'est toi qui décides du temps que tu passes avec. Oui. Fait que, un peu comme en médecine, en fait, compte, les médecins n'ont pas de temps alloué. Là, la moyenne est sur le praticien, en clinique externe, c'est 6 minutes. Fait que là, il faut qu'il fasse beaucoup de choses dans ces 6 minutes-là. Mais c'est sûr que si jamais il raccourcit son temps, il voit plus de patients, il est plus payé de l'heure. Fait que là, il y a une influence directe, par exemple, sur le médecin, sur on va dire, son efficacité ou d'un autre côté, son désir de voir plus de patients et donc d'être plus payé, et donc peut-être la qualité de son soin ou la qualité de son intervention et son salaire. Et c'est ça qui est problématique. Nous, en physio, moi, je trouve qu'on vit quand même pas ça parce qu'on a des temps alloués. Ils viennent en clinique, j'ai 30 minutes avec le patient, puis moi, je suis payé aux 30 minutes. C'est prédéterminé. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a déjà des choses qui vont atténuer, je pense, cet effet de problématique de salaire. Mais sinon, nous, comme propriétaires, ben, on sait que le patient va payer un montant. Puis nous, on a plein de choses à payer, puis on a le physio à payer, puis à la fin, il faut faire 10 % de profit. Fait que ça fait partie de la game. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a cette réalité-là de trouver un équilibre, je pense, puis d'essayer de s'enlever cette pression-là, qui est associée avec l'argent. C'est quelque chose qui... L'argent, c'est un méchant en physio, là, quand même. Oui, puis, tu sais, moi, j'ai fait des cours, parce que je suis dans des groupes d'entrepreneurs, puis on a des cours sur le pricing, puis etc. Puis j'ai fait une conférence dernièrement dans mon groupe à Québec PCN sur le pricing, parce que moi, j'ai augmenté mes tarifs à 200$ l'éval, puis à 140$ le traitement. Okay? Puis à Québec, on est en dessous de Montréal en moyenne, fait que 200 puis 140, c'est vraiment haut par rapport à la moyenne Puis j'ai fait ça parce que de toute façon, je suis pas capable de voir les patients que je veux voir. Là, je les réfère à mes collègues. Je travaille une journée par semaine. Fait que, et si jamais j'annonçais mes tarifs, j'aurais encore beaucoup plus de patients que de ne pas les annoncer. Fait qu'il y a toute une question aussi, tu sais... T'as vu le papier qui est sorti là, sur la médication pour le Parkinson? Non, j'ai pas vu ça. Il y a une étude, c'est quelque chose d'assez récent, là, puis ça a été publié, je sais pas, je parle pas à travers mon chapeau parce que c'est une vraie affaire, là, mais on a un groupe contrôle, on a deux groupes contrôle parce que les deux reçoivent un placebo, les deux reçoivent une injection saline, c'est des patients avec un diagnostic de maladie de Parkinson, et à la moitié, on dit, vous recevez un médicament bon marché, c'est le médicament qu'on donne à tout le monde, il est pas cher. Puis à l'autre moitié, on dit vous êtes vraiment chanceux de faire partie de cette étude-là. Vous recevez un médicament qui est très très cher. Vous pourriez probablement pas vous le payer. Puis il y a une différence significative sur plein de points des gens qui reçoivent cette injection saline-là, basée sur qu'est-ce qu'ils se font dire, basée sur le prix. Et c'est des différences significatives sur le tremor, sur la force, sur la capacité de marche. Tu sais, donc là, je ne peux pas parler complètement d'où la force de croyance, c'est impressionnant. Oui, fait que le prix, tu sais, ça influence la perception que les gens ont de la qualité du service. Puis c'est plus grand encore quand en psychothérapie, en physio, dans un contexte de relation avec le patient. Oui, certainement. Puis, parce que payer plus cher va pas plus régler ton cancer sur ta radio puis ta chimio. Là, mais tu sais, tu me parles de cette étude-là. On a la même étude avec des chaussures de course qui est un de mes dadas, tu le sais.
c'est blind, on voit pas les chaussures, on te fait mettre les mêmes chaussures, puis on te demande c'est quoi la stabilité et le confort des chaussures. C'est exactement les mêmes, mais on te les vend différemment. Ouais, ouais. Plus cher, nouvelles technologies, etc. Exactement la même chose que tu viens de dire, et on voit des différences phénoménales entre les deux. Les gens courent probablement plus vite avec les chaussures plus chères. Se trouvent plus stables et plus confortables, du moins, ça c'est cette étude-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'effet placebo, la manière dont on va gérer la chose a une influence énorme. Mais je reviens au pricing. Ça a une influence énorme, tu sais, sur ton résultat clinique, sur le fait d'être apprécié, que la personne veut te voir toi, tu sais, il y a une influence énorme là-dessus, tu sais. Fait que là, on a complètement dérapé parce que pourquoi on parlait de pricing? En fait, je sais plus, mais on parlait d'hypermédicalisation. Puis dans le fond, parce que tu me parles de souliers, là, tu me parles de chaussures de course, puis tu sais, t'es connu pour avoir, en tout cas au moins au Québec, puis certainement un peu à l'international, avoir rendu populaire le minimalisme en course à pied, ou en tout cas, ce que j'aime dire, la plus petite chaussure ou la plus près du sol avec le moins de technologie pour le confort de la personne ou les capacités de la personne. Puis là, on parle de moins médicalisé. Aimes-tu ça, les choses simples, Blaise? Tu sais, mettons, moins, less is more, tu sais? Ouais. Toi, la philosophie de la clinique du coureur, c'est pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure? Et dans les cours qu'on donne, surtout en thérapeutique, j'utilise continuellement l'acronyme KISS pour décrire comment on va orienter un plan de traitement. Keep it simple, stupid. Okay? Commencez par ça. Et effectivement, on complexifie au maximum, on surintellectualise beaucoup, plein de conditions, plein de choses. Et j'aime toujours ramener ça à la plus simple des expressions. Là, tu sais, OK, mais l'homme de Cro-Magnon, comment il faisait, tu sais, dans le temps, comment on faisait, si on n'avait pas toutes ces technologies, comment on ferait, puis... Et ça m'a amené souvent, ces réflexions-là m'ont amené souvent à quelque chose de beaucoup plus simple, qui m'ont amené dans la bonne voie, je dirais. Là, tu sais. La complexité de plein de choses amène l'hypermédicalisation. L'hyperintellectualisation nous a amené en physio à faire plein de choses qui servent absolument à rien, que maintenant on a des études qui nous disent ça sert à rien, simplement parce qu'on a réfléchi à des choses, puis on a poussé plus loin des affaires qui ne nécessitaient pas d'être poussées plus loin. C'est quoi la responsabilité du patient dans cette réalité-là, tu sais, où les gens arrivent et demandent des choses parfois que, même si tu voulais pas la donner, la personne la demande, tu sais. Je dis pas que toi tu la donnes, je dis pas que moi je la donne, mais c'est parce que là, tu regardes qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, l'hyper-intellectualisation d'une problématique. Là, on est loin du KISS, là. On trouve des problèmes, puis là, quand les gens se font expliquer quelque chose d'hyper complexe pour leur problématique, ah ben là, tout à coup, ça fait du sens, puis ça va probablement, à certains égards, améliorer leur chance d'amélioration, compte tenu c'est compliqué, puis là, je suis avec quelqu'un qui comprend ça, puis là, dans le fond, on monte un bateau, là, carrément. Puis là, je sais pas si la personne qui baigne là-dedans est totalement consciente. Je pense que les gens veulent bien faire de façon générale, mais ils vont aller trop loin dans leur du surdiagnostic. On le voit en physio, on le voit dans les autres thérapies alternatives aussi, puis on le voit certainement en médecine. Tu sais, et où l'équilibre c'est les thérapeutes qui donnent ça, donc les patients veulent ça, ou les patients veulent ça parce qu'ils le voient quelque part, donc ils demandent ça. Puis... Mais moi, j'aime quand même dire qu'on a une grosse responsabilité comme thérapeute, là, parce qu'on a éduqué nos patients pendant des années. Fait que, tu sais, on les a éduqués on leur a dit qu'il fallait s'étirer avant de faire du sport. On leur a dit qu'il fallait boire avant d'avoir soif. On leur a dit que... C'est tout ça, là, tu sais. Je veux regarder un reel sur Instagram de quelqu'un qui compte bien de la bullshit, là. Ben oui. Puis tu sais, moi j'ai dit à mes patients que leur sacro-iliaque était déplacé, puis qu'elle était en hop-slip, puis qu'elle était en rotation, puis qu'il fallait que je la replace. C'est ce qu'on t'avait enseigné. Ben oui. Puis là, ces patients-là, des fois, viennent me revoir, tu sais. Puis là, ils me disent, là, tu te souviens, là, tu m'avais fait un ultrason, tu m'avais fait telle affaire, là, je pense que j'ai besoin de ça parce que là... Fait que c'est sûr que nous, on évolue, mais il faut qu'on soit conscient que les croyances du patient sont fortement formées par les professionnels de la santé initialement. Et maintenant, depuis quelques années, avec les médias sociaux, ben là, ça dérape de tous bords, de tous côtés. Là, on a vraiment du junk on a du bruit sur la science, on a du bruit sur ce qui a une valeur thérapeutique qui est énorme. T'sais. Fait que ça, c'est un problème. Fait que moi, tous les jours, je remets les pendules à l'heure avec mes patients. T'sais. Tous les jours, je suis obligé de travailler sur ces aspects-là. Là. Mais le patient peut avoir une responsabilité pour répondre à ta question, parce que j'ai un peu... il y a une responsabilité, mais il faut toujours se souvenir que c'est nous qui l'avons éduqué. Mais tu sais, moi, j'en ai qui viennent me voir pour dire je pense que j'ai besoin d'une résonance magnétique parce que j'ai mal à mon ménisque. Je suis allé en boutique et j'ai demandé plus d'amorti parce que j'ai mal au genou.
Il faut que tu me replaces mon dos parce que là, je sens qu'il est déplacé. Tu sais. Fait que toutes ces affaires-là, c'est toutes des bêtises. Là, moi, j'ai un rôle d'éducation. Puis quand tu veux éduquer, ça prend du temps. Fait que c'est sûr que souvent, c'est pas le médecin qui va dire au patient « Non, non, là, il faut pas que tu prennes d'anti-inflammatoire, c'est nuisible pour ta guérison, c'est préférable que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Puis tout ça peut prendre du temps. Et bien, si on le prend pas, on perpétue finalement. C'est que le médecin, en 6 minutes, il n'a pas le temps de faire ça. Puis on rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, le ne pas vouloir mal faire. Hein, fait que le faire tout. Fait que résonance, radio, médication. Puis là, ben, c'est comme si on a tiré sur toutes les cibles qui existaient. Puis dans le fond, probablement que la personne va s'améliorer. Je pense que le gros défaut là-dedans, c'est que beaucoup de gens s'améliorent, mais ils ne s'améliorent pas nécessairement à cause de ces interventions-là. Ouais. Puis moi, je pense qu'on nuit quand même. On freine la guérison optimale. On l'a historiquement. On le sait maintenant avec les anti-inflammatoires. On a nuit à la guérison tissulaire pendant des années et des années à donner des anti-inflammatoires renouvelables à beaucoup trop de monde. On sait que c'est un facteur de chronicité maintenant. Là. Oui. Puis plus que ça, on tue à peu près 16 000 personnes aux États-Unis à chaque année avec les anti-inflammatoires. On en hospitalise 110 000 et on sous-estime, et là, on a des anti-inflammatoires en vente libre que les gens peuvent acheter puis prendre comme ils veulent. Là. Ah oui. Fait que, tu sais, on a sous-estimé, et ça, il y a une étude intéressante de Hoffman sur le sujet, une revue systématique qui dit que les professionnels de la santé sous-estiment toujours l'effet néfaste de leur modalité et surestiment continuellement l'effet positif de leur modalité. Et c'est vrai pour les médecins, les physios, les orthos, tout le monde. Donc, on devrait être un peu plus humble dans notre pratique. Certainement. Tu sais, j'enseigne un cours, juste un 3 heures à l'Université de Montréal, puis j'aborde ça dans la 3e partie de mon cours, les facteurs non spécifiques en physio, tu sais, donc... L'humilité. Ben, l'humilité, le fait que, tu sais, une progression naturelle. Oui, exactement. Tu sais, c'est quoi les... Moi, je parle de 5 des facteurs là, qui peuvent avoir un impact sur l'amélioration ou la détérioration, mais mettons, restons positifs, l'amélioration de la pathologie. Puis, ben, on peut pas toujours se taper dans le dos quand ça va mieux, mais il faut pas non plus trop se tirer dessus, se tirer des pierres quand ça va mal. C'est ça, Il y a une évolution qui va se faire naturellement, puis probablement que la physio, puis certainement les médecins aussi, là, a intérêt à mieux comprendre puis à maîtriser les pronostics naturels des pathologies. Parce que si on sait que tel truc, bon, tu sais, une blessure de type discal en lombaire, c'est 10 à 14 mois, ben, tu sais, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, quand ils pensent qu'en 2 semaines, on va régler leurs problèmes, il faut rester réaliste. Puis on a un rôle, moi, je pense qu'on a un rôle important à jouer quand tu parles d'éducation, entre autres sur ça, là, sur cette réalité de aider les gens à être patients avec leur pathologie pour réduire les risques associés à de la surmédicalisation à ce moment-là. Oui, certainement. C'est quoi l'impact de nos actions sur la chronicité? Tu sais, tu dis on ralentit la guérison, ou on empêche, au-delà de la médication, c'est quelque chose qu'on voit en physio, ça. Ben, penses-tu que surtraiter en physio, c'est responsable de la chronicité? Ou la chronicité est là pour d'autres raisons, puis ça devient pour ça qu'on surtraite dans le sens où ça s'améliore jamais, tu sais? Parce que c'est quand même 20... Tu sais, dépendamment des études, 20 à 30 % de la population qui vit avec la douleur qui est là depuis plus que 3 mois. C'est notre faute? Il y a plus... Non, je pense pas que c'est juste de notre faute, mais c'est clairement... Il faut clairement se remettre en cause comme professionnel. Puis, tu sais, ça va sur tous les fronts. Tu sais, quand on parle d'investigation, là, tu fais une radiographie sur une première lombalgie, tu augmentes le nombre de visites médicales secondaires et tu augmentes le risque de chronicisation. Tu donnes des anti-inflammatoires sur une lombalgie, ben, tu as plus de chances que les douleurs s'installent. Et puis en physio, ben, quand on utilise des modalités passives à faible valeur thérapeutique où on bichonne le patient plutôt que de l'orienter adéquatement, ben là, ce que ça fait, c'est que, je vais donner un exemple qu'on connaît très bien en physio, le patient CSST qui est dans un système, parce qu'il n'y a pas juste le professionnel et le patient qui sont causal à tout ça. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a le système aussi. Fait que quand un patient CSST, en fin de compte, consulte en physio, puis que dans sa prise en charge, on utilise des modalités passives, on le protège, puis finalement, il vient 3 fois par semaine, ben, c'est la meilleure manière de créer de la chronicisation, là. Puis d'y dire de ne pas trop bouger, puis etc. Fait que oui, on a un rôle important là-dedans. Puis, en fait, si on renverse ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de minimiser ça? Ben, il y a des affaires très simples, qui sont l'éducation à la douleur, la quantification du stress mécanique, rendre le patient plus actif, connaître les facteurs de succès de guérison, la santé globale, les facteurs psychosociaux,
c'était ça ma prochaine question, tu sais, c'est dans le fond, pourquoi est-ce que les gens s'améliorent, tu sais? C'est où notre part là-dedans? On sert-tu à quelque chose, tu sais? Je pense qu'il y a bien des physios qui se posent la question, surtout les jeunes physios, là. Il y a un chercheur qui est venu au CIRIS quelques fois, là, Christensen, qui publie pas mal là-dessus, puis qui fait des courbes d'évolution avec ou sans physio versus naturel, puis qui, finalement, les courbes se superposent beaucoup, là. Est-ce que vraiment on aide? Une chose est sûre, il ne faut pas qu'on nuise. Une chose est sûre. Puis après ça, je pense qu'on aide quand même des patients, puis je pense que si on arrivait à cibler les patients qu'on sait qui vont mal évoluer, qui ont des facteurs psychosociaux, qui ont une mauvaise gestion de la douleur, qui ne sont pas capables de quantifier leur stress psychologique et mécanique adéquatement, si on arrivait à cibler ces patients-là, je pense qu'on aiderait beaucoup plus ces patients-là et que la majorité de nos patients qui vont bien, c'est parce que la nature fait bien les choses. Tu sais, des fois, la nature fait bien les choses, mais les gens veulent... Tu sais, mon acronyme, là, Physio is Coaching, tu sais, dans le sens où on accompagne les gens dans le retour progressif à leur vie normale, à leurs activités, à leur sport. Beaucoup de gens veulent ça, veulent se faire aider. Tu sais, comment est-ce que, mettons, un jeune physio peut trouver un juste milieu dans le fait d'accompagner quelqu'un qui a le désir d'être accompagné? Puis je vais même aller plus loin. Il y a des gens que même si on veut les aider à mieux comprendre, leurs croyances sont tellement puissantes qu'il y a beaucoup de gens là, chez qui c'est impossible à changer. Donc, il est où notre rôle de... Est-ce que si je fais plus de physio que ce que techniquement ce serait nécessaire, j'empêche la personne de tomber sur des opiacés? Donc, dans cette balance-là, comment est-ce qu'on peut trouver son compte? Si tu arrivais à identifier les patients pour lesquels tu vas pouvoir vraiment les aider en les accompagnant parce que c'est des personnes qui sont plus anxieuses, c'est des personnes qui ont des drapeaux jaunes, c'est des personnes qui sont pas capables de bien quantifier leur stress de vie quotidienne et leur stress mécanique et leurs activités, puis qu'on est capable de les éduquer à l'ensemble de ces facteurs-là. Je parle vraiment purement d'éducation. Puis là, je viens d'écarter toutes les modalités qui sont l'électro, la thérapie manuelle, les aiguilles, puis tout ce qu'on fait en physio qui est pas mauvais. Hein? C'est des outils qui peuvent être très pertinents pour certains individus. Le fameux coffre à outils. C'est ça. Mais on parle surtout d'outils analgésiques. Principalement. Mais tu sais, si tu enlèves toutes ces modalités-là, puis qu'on est purement dans du coaching, c'est-à-dire ton patient il est là, puis tu l'enseignes, tu le coaches, c'est 80-90% de la job. C'est-à-dire qu'après ça, on peut utiliser, il y a des critères de prédiction de succès pour certains outils qu'on n'a pas du tout, par exemple, pour les aiguilles. Là, pour donner un exemple, on ne sait pas c'est qui va bien répondre à ça, même si c'est un outil qui est intéressant pour certaines conditions, probablement qu'on ne connaît pas encore, mais tu sais, en fin de compte, si on était capable d'avoir ça pour différentes de nos modalités, on serait capable de beaucoup mieux cibler. L'autre chose aussi, c'est qu'on est... Blaise là-dessus, là, mettons, quand on fait du virtuel, il y a des études qui démontrent que des suivis virtuels avec les patients, c'est aussi efficace que des suivis en personne. Et tu arrives à créer une alliance thérapeutique au téléphone, tu sais, fait que il y a quelque chose qui est bien au-delà de ce qu'on fait, là, tu sais. Mais tu sais, j'arrive du Kenya. Au Kenya, là, ils surmédicalisent pas les conditions, ils n'ont pas de médicalisation tout court, OK? Fait que ils n'ont pas accès à une radio, à une résonance, fait que là... puis en plus, ils n'ont pas d'accès non plus à un physiothérapeute ou un médecin. Là, ça existe à peu près pas. Ils ont le massothérapeute qui est celui qui guérit tout, puis c'est le seul que tu vas voir. Fait qu'en fin de compte, ils font beaucoup confiance à la nature et à l'évolution naturelle. Ils vont pas nuire, puis ils vont souvent rester actifs dans les phases où tout d'un coup ils ont des problématiques. Et moi, je pense qu'ils ont des recettes pour guérir qui sont presque optimales sans qu'il y ait d'intervention parce qu'ils sont à l'écoute de leur douleur quand la douleur apparaît. Puis après ça, ils sont obligés d'être actifs, puis ils retournent, puis voilà. Mais est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix? Bien, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils font ça, effectivement. Mais là, nous, on a le choix et je pense qu'une des problématiques, c'est que moi, j'ai mal au dos et j'intellectualise cette douleur-là. C'est-à-dire que là, je me dis, OK, faut-tu que j'aille voir un professionnel de la santé? Lequel? Quelle médication faut que je prenne? Je m'en vais voir un médecin. Et là, tes options, là, t'en as 50. Là. 50 000. Le massage gun, le foam roller, les aiguilles. Tu sais, puis même, puis là, écoute, on peut aller... Même nous, entre nous, si tu regardes qu'est-ce que les gens demandent sur le groupe physio-technologue, on est 6 000. Les gens demandent, moi, je cherche quelqu'un en physio qui est bon avec des fascias. OK. Mais là, quand est-ce que c'est bon, ça, de traiter les fascias? Je sais pas toi, mais moi, ça va faire 17 ans que je pratique, puis je le sais pas. Quand est-ce que c'est bon de traiter les fascias? Ou c'est parce que mon patient me demande ça? Comment est-ce qu'on même nous-mêmes, on détermine c'est quoi parce que là, tu parlais de modalité, intervention, traitement à haute ou basse valeur thérapeutique. On est beaucoup là-dedans nous-mêmes. Là. On parlait des facteurs prédictifs de succès des thérapeutiques tout à l'heure. C'est quoi? Puis
En fait, la pathologie elle-même, son grade, etc., sont des mauvais indicateurs souvent. Puis, on parlait de santé générale du patient, on parlait de santé psychologique aussi, c'est-à-dire d'être positif et optimiste dans sa guérison, qui est un facteur clé. On a les greater expectations aussi, les attentes du patient qui doivent être bien définies, et les attentes du patient sont un facteur prédicteur de succès des thérapeutiques aussi. Donc, les gens qui ne pensent pas qu'ils vont aller mieux, ils n'iront pas vraiment mieux. C'est ça, mais d'un autre côté, c'est lui qui vient de voir et qui dit hey, « moi là, j'ai besoin d'aiguilles ». Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je fais pas d'aiguille, il faut que je le réfère à mon collègue. Oui, il me dit, je veux voir un chiro, je le réfère à un ami chiro. C'est que la plupart du temps, ces gens-là ont eu soit du succès avec une modalité dans le passé, mais que le succès a été causé ou pas par cette modalité-là. Exact. C'est que j'ai fait de l'ultrason avec la machine fermée 10 fois sur la personne qui s'améliore naturellement. Elle va penser que l'ultrason a participé à faire améliorer sa condition. Exact. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'on essaie de les convaincre que ça n'a pas de sens? C'est ça la question piège. Jusqu'où on peut aller là-dedans sans perdre le client? C'est ça. Il faut qu'il se ramasse ailleurs avec quelqu'un qui est pire. Je te donne une étude intéressante sur l'acupuncture, où ils ont fait de l'acupuncture placebo versus de la vraie acupuncture. C'est pas que des cure-dents, et ça. Ils y ont demandé aussi c'est quoi les attentes du patient, croyez-vous ou pas à l'acupuncture. Les facteurs relatifs aux croyances du patient sont des beaucoup meilleurs prédicteurs que la modalité elle-même. Et ça, c'est vrai pour à peu près tout. C'est vrai pour nos aiguilles en physio, pour la thérapie manuelle, pour le taping, pour à peu près tout. Fait que c'est sûr que le patient qui vient de voir et qui dit, ben moi, je veux avoir un ultrason parce que je crois à l'ultrason. Tu sais que si tu fais un ultrason, ton ultrason va marcher mieux. Mais tu sais aussi que ta modalité, elle a à peu près pas de valeur. Puis là, je vais prendre l'extrême de l'extrême. Là, tu as une lombalgie, il veut de l'ultrason. À quoi ça sert de faire de l'ultrason? Moi, j'ai une limite comme thérapeute où je me permets de dire, écoute, là, les données probantes montrent que telle modalité, telle affaire, ça change absolument rien. Si tu insistes, je pourrais toujours te le faire. Il faudrait juste que je demande à mon collègue. Je ne sais même pas comment on l'allume. T'as pas besoin d'allumer, en fait. C'est ça. Les études la démontrent. Fait que là, si tu donnes l'ultrason avec ton patient puis que tu es là, il est plus efficace que si c'est une machine qui le donne puis que tu n'es pas là. Ouais. Parce que c'est la valeur de la relation thérapeutique. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que je vais avoir certaines limites puis que moi, je me permets. Le patient vient me voir. Souvent, il n'y a pas d'attente précise par rapport aux modalités. Il vient voir un individu qui est moi parce qu'il a lu mon livre, parce qu'il a entendu parler de moi, parce que sa mère l'a référé, parce qu'il est prêt à payer beaucoup plus cher pour me voir. Ouais. À partir de ce moment-là, j'ai l'opportunité, en fin de compte, non seulement de l'éduquer, mais de lui exposer, en fin de compte, ce que je pense qui est le mieux pour lui, même si, bien évidemment, dans ma relation avec lui, je lui ai posé la question, OK, il faut absolument que tu bouges, c'est quoi l'activité que tu as envie de faire? Comment tu as envie de la faire? Quand est-ce que tu es disponible pour aller faire la marche, de la course, du vélo, de la natation? Je vais quand même interagir avec le patient et l'interroger sur ses besoins et définir ses attentes, mais il y a des places où moi, j'irai pas, là. Ben, tu sais, tu dis les gens payent plus cher. Puis dans le fond, on parle de facteurs prédictifs au succès. Quand la personne désire quelque chose, tu deviens une modalité dans ce contexte-là. Puis je le vis un petit peu. Mettons les gens qui sont en position d'autorité, généralement dans les cliniques, quand c'est public, sur le site web, les gens veulent voir le directeur, la directrice, parce que certainement, ça doit être quelqu'un qui est compétent. Donc quand les gens vont vers un humain, ça a un effet similaire à aller vers le taping ou les aiguilles ou la thérapie manuelle. Ou donc ça reste dans ce que le patient désire. Ouais. Je vais te poser une question qui a rien à voir avec ça, mais qui a comme pas vraiment à voir avec notre sujet. C'est quoi ton... Là, certainement, je veux avoir ton opinion, parce que j'ai une opinion, moi, sur le fait que dans un milieu, certaines personnes chargent plus cher que d'autres. Ouais. Puis l'effet que je pense qui pourrait être négatif sur les gens qui vont voir quelqu'un qui coûte moins cher, finalement. Ça peut-tu faire l'effet inverse, un effet nocebo? Faudrait que je vois absolument Blaise. Potentiellement. Toi, chez nous, à PCN, on a deux tarifs principaux. On a le tarif expert, donc après 5 ans d'expérience et des cours postgradués et un nombre de références personnelles important. Oui, juste le nombre d'années, c'est ça. passé. C'est ça. Il y a du monde très poche à 30 ans d'expérience. C'est sûr. Mais tu sais, on a comme un tarif expert, puis on a un tarif plus régulier, là. À un moment donné, on l'appelait junior, ce qui n'était pas une bonne idée. Ça fait qu'il ne faut pas avoir l'effet négatif sur ça. Puis moi, j'ai des physios qui sont très jeunes et qui sont ultra compétents, qui arrivent à créer des alliances thérapeutiques ultra fortes avec les patients. Parce que après ça, on peut parler, c'est quoi la compétence en physio? C'est quoi la compétence en physio? Ça, c'est une autre question. Mais clairement, on va revenir à l'alliance thérapeutique qu'on arrive à créer, puis etc. Fait que je comprends ta question. C'est la maîtrise des facteurs non spécifiques, je pense, qui rend les gens compétents. D'abord, de comprendre
à quel point est-ce que ça dépend pas juste de nous, tu sais, la capacité à aider les gens. Oui, entre autres, je suis d'accord. Parce que c'est l'anatomie, puis la biologie, puis on les a faites à l'université, là, tout le monde est ou au collège, là, tu sais. Je pense que la plupart des gens, ils connaissent ce truc-là. Là. Oui, mais il y en a qui étaient très forts en anatomie, puis d'autres qui étaient moins forts. Mais tu peux être très fort en anatomie, mais si t'es pas capable de créer une relation thérapeutique avec quelqu'un, c'est qui le meilleur physio, Blaise? Celui qui est très fort en anatomie, mais qui a de la difficulté à créer une relation thérapeutique avec quelqu'un, ou l'inverse? Ben oui. Fait que tu sais, quand tu prends les trois sphères du savoir, du savoir-être et du savoir-faire, on réalise que le savoir-être est une sphère primordiale dans cette création d'alliances thérapeutiques et c'est ça qui va avoir une influence importante sur la guérison tissulaire du patient, parce qu'il y a des études qui font ce lien-là direct. Tu crées une alliance thérapeutique forte, biologique. Ton patient va guérir plus vite. Pour quelle raison? Ben là, on peut trouver plein de voies d'explication. Ça rejoint les statistiques des gens en vieillissant qui sont seuls, plus de risques de décès. Ben oui. Ben oui. Donc, le support est important. Là. Fait que là, je reviens à ta question initiale, parce que là, on tire partout. C'est le fun. C'est ça qui est le fun. Est-ce que d'avoir deux tarifs, c'est problématique? Puis nous, on ne le vit pas comme un problème. Les personnes qui appellent en physio, souvent, vont être assignées un physio. On a un souci de la compétence du physio, donc on a un onboarding dans nos cliniques qui est ultra performant sur justement la formation interne, etc., pour faire en sorte que nos physios soient compétents justement sur l'alliance thérapeutique, toutes ces choses-là. Mais là, après ça, ben, comme propriétaire, à un moment donné, ben, ton physio, il augmente en salaire, puis arrive à un moment donné où ça devient compliqué. Là. Fait que là, on a un tarif expert qui justifie, en fin de compte, le fait qu'on l'a augmenté pendant un certain nombre d'années, puis à un moment donné, ben, la rentabilité sur ce physio-là est beaucoup moindre. Et là, ben, on augmente les tarifs et ben, on arrive à être plus juste au niveau de justement combien il nous coûte, combien ça coûte, etc. Moi, j'ai décidé de ne pas afficher officiellement mon tarif. Les gens appellent et demandent toi. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui appellent et demandent toi, puis dans le fond, ils disent non, j'aimerais mieux voir quelqu'un d'autre. Bien, depuis que toi, ça fait à peu près bientôt un an là, que j'ai augmenté mes tarifs, là, c'est arrivé une fois que la patiente a demandé à me parler, puis elle m'a dit écoute, j'ai pas les moyens, puis je lui ai donné des conseils. Je l'ai orienté à un physio qui est meilleur que moi pour traiter ce genre de conditions-là. Et puis, elle va voir un de mes collègues qui est probablement aussi bon que moi pour plein de choses, puis qu'elle va connecter avec. Et si elle connecte, ben, elle viendra plus me voir, puis ça ne change rien dans ma vie, ni dans la sienne. Ben oui. Fait que, tu sais, je ne l'affiche pas, mais certainement, si jamais j'affichais mon tarif ouvertement et officiellement, j'aurais encore plus de demandes. Parce que les gens ont une perception que si tu es plus cher, tu es meilleur. Puis je dis, en blague, je dis toujours, tu sais, je suis le plus cher parce que je suis le meilleur. La réalité, c'est que c'est parce que je suis le plus cher qu'on croit que je suis le meilleur. Oui, oui. Ben, tu sais, il y a une cause à effet ou un effet de cause, ça va dans les deux sens d'une certaine façon. Dans tous les cas, ça sert à rien non plus d'avoir une liste d'attente de 300 personnes, puis là, d'avoir de la double dans le toupette, d'essayer de voir tous ces gens-là. Fait que généralement, ajuster les tarifs a un impact là-dessus, tu sais. Quand tu disais juste les gens qui veulent vraiment venir te voir, viennent te voir, puis tu as plus d'efficacité avec ces gens-là, tu les vois peut-être moins. Puis tu sais, entre charger 120$ ou 200$, sincèrement, sur l'accessibilité des soins, qui est la préoccupation principale qu'on a quand on augmente nos tarifs, c'est de dire, OK, l'accessibilité des soins, malheureusement, actuellement, on ne l'a pas. En physio, on est beaucoup trop cher. T'sais, moi, à Québec, les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir de la physio, il y en a des tonnes et des tonnes. Il faut faire quelque chose pour ça. Mais ça change. Moi, ceux qui me voient, là, ils sont prêts à payer plus cher pour avoir un service puis pour me voir moi. Puis sinon, ben, ils ont plein d'autres options en plus. Fait que, mais clairement, pour l'accessibilité, il faut faire autre chose. Puis moi, je pense que là, on est dans des... Il faut qu'on se questionne comme profession comment on peut faire de la philanthropie, comment on peut voir des gens gratuitement, comment on peut essayer de répondre à des besoins pour aider des gens qui en ont besoin. Mais ça ne change en rien. Il ne faut pas que celui qui est le plus sensible à ton prix tire le prix vers le bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une valeur comme professionnel, puis il faut que tu sois capable de donner cette valeur-là. Tu sais, les comptables, les fiscalistes, les avocats ont des tarifs qui vont de 150 jusqu'à 500 et à Montréal probablement 1000. Tu sais. À Québec, on est autour de 300 à 500 en moyenne là, pour ces professions-là. Tu sais, fait que... Donc, il n'y a pas de sous-métier, mais tu vas au garage puis tu vas payer 130, 150$ de l'heure juste pour le... Tu n'as pas payé de pièces, là. Ouais. C'est le tarif du mécanicien, du mécano, tu sais. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, ça mériterait d'être répété, tu sais, la valeur qu'on a, on est capable de donner. Et c'est pas parce qu'on a de la valeur que ça enlève nécessairement... vouloir être moins cher, c'est pas toujours positif, tu sais. Mais comme je le disais,
c'est que ça change rien de vouloir être moins cher sur l'accessibilité des soins. Ouais, c'est ça. Les gens, il y en a qui ont les moyens, il y en a qui n'ont déjà pas les moyens. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a plein de choses qu'on peut faire. Parce que déjà dans l'échelle de ce qu'on offre en physio, un tarif horaire à voir quelqu'un en personne 1 à 1, par exemple, c'est pas mal le top de l'échelon. Beaucoup d'entreprises et beaucoup de business, à l'extérieur de la physio, par exemple, ont d'autres offres. Des offres moins chères, moins spécifiques, moins personnalisées peut-être, mais où tu peux quand même avoir un certain service. Physio, moi je pense que tu peux faire du conseil rapide. Tu pourrais, en fait, on est dans une réflexion justement à PCN sur comment on peut faire être un peu plus philanthrope comme organisation. Avec la Clinique du Coureur, on a un fonds philanthropique, on a déjà ramassé plus de 100 000 $ dans ce fonds-là, on donne à des causes de toutes sortes et on fait de l'éducation beaucoup, qui est notre volet philanthropique pour les enfants, sur les chaussures. On a créé une chaussure pour enfants qui est minimaliste parce que ça se trouve pas sur le marché, qui est un projet purement philanthropique, qui nous a coûté des sous. On en a apporté 250 paires au Kenya. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Comme physiothérapeute, moi, on est en réflexion avec PCN justement sur ces facteurs-là, mais clairement, il y a quelque chose qu'on peut faire pour ceux qui en ont besoin. Et moi, tu me mets dans une salle pendant 2 heures, ça va me faire plaisir de donner ce temps-là. Et les gens viennent me parler de leurs problèmes, puis je leur explique comment gérer ces choses-là de façon à en accélérer, faire de la physio, on va dire rapide, mais qui est de l'éducation, et pas des ultrasons et de la thérapie manuelle, de l'éducation, et je vais pouvoir aider une tonne de gens. Oui, tu peux parler à 20 personnes en même temps là, quand tu fais ça. En plus, donc tu optimises ton temps. Ben oui, puis quand je donne des conférences, puis qu'il y a 300 personnes dans la salle, puis que je leur explique la quantification du stress mécanique, t'imagines-tu le nombre de traitements de physio qu'on vient d'économiser avec cette conférence-là? Ben, ou de médicaments, ou de... Oui, les éduquer au fait que les anti-inflammatoires nuisent à la guérison, que c'est des choses qu'il faut dire. T'sais. Fait que toute cette partie éducative, pour moi, elle est primordiale. Puis je pense qu'on a une place à prendre par rapport à ça parce qu'on a des niveaux de compétences en physio qui sont extrêmement élevés. Là. Quand tu regardes autant dans le diagnostic que dans les plans de traitement, que on a un niveau de compétence exceptionnel là, dans le monde du musculo-squelettique. Blaise, tout à l'heure, tu parlais de... Tu as effleuré le sujet des chirurgies. Ouais. Puis on n'est pas rentré là-dedans tellement, mais ça doit faire presque une vingtaine d'années qu'il y a plus, j'oublie son nom, il y a un chirurgien aux États-Unis qui avait débuté à faire du double blind avec des chirurgies où on opère, on fait par exemple l'acromioplastie, on fait la moitié des patients des vraies acromioplasties, puis l'autre moitié on ouvre, on ferme. Ouais. Je pense qu'il y a eu quelques essais comme ça. Puis je pense qu'il y a un chirurgien australien aussi qui a fait des... donc, parle-moi un petit peu là, de pourquoi on opère. On se rend compte finalement qu'on fait des chirurgies, je pense avec un peu de recul, pour lesquelles on n'a jamais vraiment fait de vraies études double blind, pour, en tout cas pas suffisamment pour faire quelque chose qui est quand même très invasif. Puis pourquoi on s'en rend compte maintenant? Puis pourquoi est-ce qu'on continue à en faire? Alors, pour moi, une référence pour répondre à ces questions-là, c'est Ian Harris, encore une fois, là, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est écrit dans le livre de la Clinique du Coureur d'ailleurs, qui a écrit des livres qui sont passionnants et lui a revu la littérature, a participé à beaucoup d'études justement en orthopédie. Et c'est quand même très intriguant parce que nous, comme physio, on a toujours vu l'orthopédie, l'orthopédiste comme étant l'option, l'evidence-based, etc. Puis lui sortait les statistiques. Si ça marche pas en physio, c'est ça. On va essayer la physio. Puis si ça fonctionne pas, il y a l'option d'opérer, d'infiltrer. Puis tu sais, quand on regarde, Ian Harris soulevait le pourcentage de chirurgies qui sont vraiment evidence-based, OK? Et là, ça devient très intéressant. D'abord, on a de l'evidence-based où on a comparé des chirurgies sur comment on les fait. Exemple, approche antérieure, approche postérieure versus ouverte versus arthroscopique. Et là, on compare 2 chirurgies pour savoir laquelle est la meilleure, mais ça ne nous dit pas plus si elle est bonne ou pas. Oui, c'est ça. On la compare pas avec rien. C'est ça. Fait que tu as à peu près la moitié des chirurgies qui existent actuellement, qui sont fréquemment utilisées, qui ont des évidences, des randomized controlled trials, des études randomisées contrôlées, en fin de compte, qui comparent les méthodes. C'est seulement 1% des études
en chirurgie orthopédiste qui ont vraiment comparé avec une étude, une chirurgie placebo ou pas de chirurgie pour voir l'évolution de la condition. Tu as 1% des chirurgies qui sont evidence-based en orthopédie. C'est quand même impressionnant. Donc, c'est des mesures qu'on prend pour acquis que ça marche, finalement, avant même. C'est comme ça. si on prenait pour acquis que c'était vrai. C'est la vérité tout infuse, puis... Puis, tu sais, un bon exemple de chirurgie, en fin de compte, qui a été investigué davantage assez récemment, c'est 2016-2017, là où il y a eu les premières chirurgies, c'est les ménisectomies. Fait que là, c'est des groupes d'Europe du Nord, là, les Suédois puis les Norvégiens, là, qu'on fait des études où là, on a fait des bonnes études randomisées contrôlées, puis on a dit, OK, on va faire la chirurgie placebo versus vraie chirurgie. Et là, on fait des suivis de 1, 2, 5 ans pour essayer de voir qu'est-ce que ça fait comme outcome, puis est-ce que, bon... Et là, on réalise que la chirurgie placebo, où tu as la rencontre avec l'orthopédiste, il rentre dans ton genou en arthroscopie, tu es gelé, tu as l'impression d'avoir la chirurgie parce qu'il part ses machines, il fait tout pareil, mais il n'enlève rien. Il ressort, il referme, le patient est à l'aveugle, le statisticien est à l'aveugle, et là, tu fais des suivis adéquats avec ça, et tu constates que la ménisectomie sur les genoux dégénératifs, les ménisques dégénératifs, ne change absolument rien. Puis là, la réalité, en fin de compte, c'est qu'on a dit non, mais historiquement, on disait on ne peut pas faire des chirurgies placebo, c'est pas éthique, là, rentrer dans le genou. Mais on a fait des chirurgies pendant 50 ans pour finalement, à un moment donné, dire OK, on va tout tester, voir si notre intervention fonctionne ou pas. Qu'est-ce qui n'est pas éthique, finalement? C'est qu'est-ce qui n'est pas éthique. Et là, finalement, ben, on fait une étude, et là, il n'y en a pas une, là, il y en a plusieurs qui montrent que ça ne marche absolument pas. Fait que, tu sais, quand tu reviens à la chirurgie, il y a une étude parapluie, c'est-à-dire une revue systématique parapluie où on a pris tous les revues systématiques qui existaient et on a regardé les 10 chirurgies les plus communes, les plus pratiquées, à savoir si ça fonctionnait ou pas. Il y en a 2 qui fonctionnaient et qui étaient evidence-based, c'est-à-dire la prothèse totale de genou et l'autre, c'était les chirurgies pour syndrome du canal carpien. Ouais. Tunnel carpien, puis prothèse totale de genou, qui sont les 2 chirurgies qui ont... Non, même pas. En fait, c'est juste que la hanche, il n'y a pas de démonstration. Ils n'ont même pas fait aucune étude, comme ils ont fait pour les prothèses totales de genou, pour voir si la chirurgie fonctionnait ou pas. Il est à parier que la prothèse totale de hanche soit à la hauteur de la prothèse totale de genou. Parce qu'on est dans des contextes similaires. Oui, puis tu sais, quand moi ça m'arrive d'avoir des prothèses totales de hanche, j'en ai une actuellement qui va pas bien, là, tu sais, puis qui n'a pas bien été, puis qui a une revision, puis que probablement c'était une patiente qui a été mal sélectionnée initialement, puis qui a eu une chirurgie qu'elle n'aurait pas dû avoir. Puis il y en a de toute façon de temps en temps comme ça, mais de façon générale, si tu sélectionnes des patients qui deviennent fonctionnellement très limités avec de l'arthrose avancée, avec des douleurs importantes, les prothèses totales souvent fonctionnent. Fait que peut-être qu'un jour ça va migrer, mais il n'y a juste pas de science. Mais moi, ce qui est impressionnant dans cette étude-là, qui est vraiment le top de la science avec une étude de parapluie de l'ensemble des revues systématiques, c'est qu'on a 6 chirurgies qui montraient pas d'efficacité par rapport à pas de chirurgie ou par rapport à une chirurgie placebo, qui est l'acromioplastie, tu l'as nommé tout à l'heure, qui est la ménisectomie, qui est la rupture de coiffe des rotateurs, qui est les prothèses discales lombaires, les fusions lombaires, et il m'en manque un, les ligaments croisés antérieurs opérés. Fait que tu sais, tu as 6 chirurgies qui ont été étudiées avec des groupes placebo ou des groupes pas de chirurgie, et on constate finalement que la chirurgie, de façon générale, sert à rien. Encore une fois, si on avait une sélection adéquate des patients puis qu'on prenait des déchirures de coiffe aiguës chez les jeunes personnes qui sont massives, bien, probablement que ces personnes-là répondraient davantage bien, mais quand on regarde l'ensemble de la littérature avec les critères qu'on a actuellement, on fait une tonne de chirurgie pour absolument rien. Rule of thumb, des chirurgies pour des traumas, tu sais, dans le fond post-traumatique, semble avoir des effets significatifs, et des chirurgies pour de la dégénérescence, une douleur qui persiste trop longtemps, entre guillemets, parce que là, c'est ça, c'est quoi la tolérance du patient, c'est quoi la tolérance du thérapeute? Oui. Fait que, tu sais, si je reprends les ménisectomies, on les a fait pour des ménisques dégénératifs, effectivement, c'est pas efficace comparé à chirurgie placebo ou à pas de chirurgie. Sur les ménisques traumatiques, on a des nouvelles études qui, en fin de compte, ont regardé dans quelle mesure, même avec des syndromes mécaniques de blocage, en fin de compte, si on n'opère pas et qu'on fait un traitement conservateur, dans quelle mesure on a une évolution favorable. Et c'est à peu près 75% des ménisques avec historique de mécanique, en fin de compte, qui évoluent aussi bien sans chirurgie qu'avec chirurgie. Donc, présentement, si tu mélanges ces deux affaires-là, on va dire, ben, il y a peut-être 80% des chirurgies méniscales qu'on fait pour rien.
Fait que c'est quand même, pour moi, c'est très interpellant parce que quand on parle de chirurgie, on est dans des interventions avec un danger potentiel, avec un effet de nuisance potentielle qui est à considérer parce que le rapport risque-bénéfice n'est pas du tout le même que si je fais de la thérapie manuelle et que j'essaye de masser le quadriceps pour régler un ménisque. Au pire, il s'améliore progressivement dans le temps. Oui. Tout seul. Exact. Sans chirurgie. C'est ça. Dans le fond, tu as quand même sauvé une chirurgie potentielle. C'est ça. Puis là, tu sais, c'est la même affaire pour les croisés. C'est que dans mon temps, c'est-à-dire il y a très longtemps, quand j'évaluais en accès direct quelqu'un qui avait un croisé positif, c'est-à-dire j'avais un Lachman positif, puis là, je me disais, OK, il y a une rupture complète, je l'envoyais systématiquement à l'orthopédiste, ce qui n'est pas une bonne pratique actuelle. Maintenant, on devrait commencer par une rééducation pour voir dans quelle mesure il reste avec une incompétence fonctionnelle, une instabilité fonctionnelle qui fait en sorte que ça devient un critère chirurgical et non pas la rupture du croisé. Fait que là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est commencer par les traiter de façon conservatrice et puis les suivre. Et puis après ça, si jamais ils ont des récidives de dérobade persistantes, ben là, à ce moment-là, ça devient une indication chirurgicale. Mais là, ça correspond à 10, 20, 25 des croisés antérieurs, 30 peut-être, mais pas 100 comme on faisait dans le temps. Tu sais, quand on parle de pourcentage comme ça, ce que je trouve toujours passionnant, c'est que le patient, pour lui, il est toujours dans le pourcentage qu'il en aurait besoin. Tu sais, comment est-ce qu'on deal avec le fait que tu as des patients à qui tu vas dire, mais non, 95% des lombalgies vont s'améliorer. Oui, mais moi, tu sais, 95%, oui, c'est ça, mais 95% des lombalgies, il n'y a rien de grave, tu sais. Ben, dans le 5% qu'il y a quelque chose de grave, ça peut-tu être moi? Les gens paniquent. Bien fait. Ben, en fait, sur cette question-là, comment tu abordes ça avec le patient? La normalisation de sa condition avec le patient, de dire, écoute, il y a 68% des gens qui, asymptomatiques, on leur fait une résonance magnétique de la hanche et on leur trouve une lésion du labrum. Moi, j'ai 50 ans. À 50 ans, j'ai 80% de chance d'avoir de la dégénérescence lombaire, revue systématique avec plus de 3000 patients. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que je normalise aux patients, en fin de compte, ces paramètres-là. Baranjam avait d'ailleurs sorti l'acronyme VOMIT, puis après ça, on avait aussi la manière de normaliser chez le patient, puis de lui exposer ces statistiques qui finalement font en sorte que le patient n'a pas... ça va le rassurer, ça va faire en sorte, en fin de compte, qu'il va prendre cette information-là et qui va, en se normalisant, peut-être réduire son anxiété, réduire l'effet nocebo de la trouvaille radiologique ou de sa maladie. J'ai une lombalgie, mon grand-père, il a eu des hernies discales, puis lui, ben, il a été obligé d'être opéré. Puis, oui, c'est ça, ben, c'est ça. Dans ma famille, il y en a. Tout le monde a. Là, c'est parce qu'on rentre dans des croyances très puissantes dans le cerveau des gens que, mon grand-père avait ça, donc moi j'ai ça. Lui, qu'est-ce qui l'a aidé, c'est ça. Donc moi, ce que je dois avoir, c'est ça. Essayer de changer d'idée à quelqu'un, c'est très difficile. Sur les croyances, c'est même très, très difficile. Bon, impossible, parfois, si on n'est pas capable de passer par eux pour essayer de leur amener des questions, moi, je peux pas confronter quelqu'un en disant non, ça, c'est de la bullshit. Si c'est une croyance bien ancrée, je fais juste le renforcer, en fin de compte, dans sa propre croyance. Fait que, tu sais, il y a des manières d'essayer de démolir des croyances, mais une des choses, en fin de compte, c'est de l'amener à réfléchir sur la croyance qu'il a. Souvent attendre que la personne elle-même pose des questions, à partir du moment où le lien de confiance a été bâti. Là. Mais tu sais, ouvrir le livre de la clinique du coureur avec la fameuse page où tu as toutes les pathologies, le pourcentage des pathologies, là, ça je le fais quotidiennement, d'ouvrir pour dire, écoute, les études nous montrent que quand tu fais des radiographies chez les asymptomatiques, tu as 58% de bursopathie rétroachylienne, tu as 38% d'épine de le noir. Fait que tu sais, ces trouvailles fortuites-là font en sorte, en fin de compte, que ça enlève de la valeur à ce qu'on vient de faire. Moi, je regarde ta résonance, là, il y a 12 points. Là. Il y en a un qui est peut-être relatif au diagnostic clinique que je viens de te faire. Les autres, c'est toutes des trouvailles fortuites. Ah oui, puis tu sais, il y a des études là, où j'ai pas mal au dos, mais je fais faire 10 IRM à 10 endroits différents, qui ont inclus par 10 radiologistes différents, qui me trouvent au-dessus de 50 pathologies différentes, qui se recoupent même pas nécessairement dans les papiers, dans le résultat, finalement, où... Tu sais, une image, ça reste bien une image, finalement. Là. Ouais. Effectivement. Puis on ne traite pas des images, on traite des patients. Ben oui, c'est ça qu'on essaie d'expliquer à nos patients à tous les jours, à toutes les semaines, que nous, on traite leur fonction
émotions, leur capacité. Puis dans le fond, ça revient toujours à la quantification du stress. T'sais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'ai sorti quelque chose la semaine passée. C'est le mélange de Calm Shit Down, NQSM. Ouais. Voyons, c'est comment il s'appelle le Adam physio. Mickens ou Non, Greg Lehman qui dit ouais. Calm Shit Down, Shit Back Up. Ouais. Fait que c'est Calm Shit Down, NQSM. T'as vraiment fait 95% de ta physio avec ça. Là. Ouais. Bon, mettons, peut-être on devrait donner plus de place à la relation thérapeutique. Ouais. Ça, mais oui, ça fait partie clairement de notre... des outils qu'on peut utiliser très rapidement en clinique avec un cost effectiveness très élevé, c'est-à-dire combien ça me coûte en temps, en énergie, en argent pour moi, pour le patient. Je veux que ça coûte le moins cher possible pour le plus d'efficacité possible. Cette partie éducative, c'est-à-dire d'être capable de dire au patient, OK, là, c'est pas grave, c'est normal, le rassurer, puis après ça, lui dire, OK, là, c'est ce qu'on va faire, puis on fait un plan de match, c'est bien doser le stress que tu vas avoir, augmenter ta capacité en faisant des exercices, en augmentant ton temps de sommeil, etc. Bien, ça, là, c'est la majorité du traitement. Pourquoi est-ce qu'on apprend tous ces outils-là, puis ces thérapies-là, puis tu sais, à l'université, là, on en passe du temps là, à peaufiner, puis c'est parce que c'est juste l'évolution naturelle du diplôme qui s'en va toujours vers le mieux, puis qu'on peut pas toujours être à la fine pointe de... Oui. Ou est-ce qu'on justifie le fait que j'ai du temps, donc je dois enseigner quelque chose? Ou... Non, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Tu sais, tu reviens à mon éducation il y a 25 ans, quand j'ai gradué. C'est quand même différent d'aujourd'hui. On évolue, en fin de compte. On enseigne de plus en plus de choses aux jeunes physios, en fin de compte, pour qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils soient plus efficaces. Là. Ça, pour moi, c'est clair. Tu sais, 2 cours d'électrothérapie, passer 4 cours de thérapie manuelle, c'est beaucoup. À un moment donné, les cours d'électrothérapie vont-ils disparaître? Ben, là, en fait, le plus gros problème, c'est que c'est un acte réservé en physio. Fait qu'on est obligé de l'enseigner, parce que quand tu deviens membre de l'ordre, tu peux l'utiliser. Ouais. Puis tu as un acte réservé associé à ça, donc disparaître complètement, non, mais je pense 3 heures, ça serait assez, là, pour faire le tour de ça. Ouais. Une fois 3 heures. Tu sais, un cours fourre-tout, là, où tu viens tout plugger les choses, là, hein, la diathermie à onde courte, là, ça a déjà existé. Je te montre la machine sur un acétate, là, tu sais, pour être encore vieux jeu, là. Puis c'est tout. Voici un ultrason, voici les paramètres que tu peux y mettre. D'ailleurs, les paramètres ne changent pas grand-chose sur l'efficacité. Faut juste pas que tu le laisses là traîner sur un tissu, c'est dangereux. Je pense que pour faire plus de place à les capacités d'éducation de nos professionnels, l'entrevue motivationnelle, hein, parler des déterminants fondamentaux de la santé, hein, parler davantage de l'alimentation, bouger, le sommeil. C'est un rôle important qu'on a à jouer en physio là, par rapport à ça. Oui, puis ça a un rôle important ça a un impact important sur la surmédicalisation puis les coûts de société. Et je pense qu'on est de meilleur en meilleur, en fin de compte, sur ces paramètres-là. Moi, je pense juste qu'on perd encore beaucoup trop de temps sur certains paramètres, sur certaines choses. Pourquoi on fait tant de choses? C'est moi, je me suis quand même construit comme thérapeute par la thérapie manuelle pour prendre confiance en moi et pour augmenter mon alliance thérapeutique. La thérapie manuelle n'a rien à voir avec l'alliance thérapeutique. Pour moi, là, c'est deux choses, tu sais, mais elle m'a servi à développer des alliances thérapeutiques plus fortes parce que j'avais une croyance que mon outil allait aider le patient, parce que je touchais à mon patient, parce que je rentrais en contact avec mon patient et parce que quand j'allais faire un cours, je revenais avec de la confiance, le torse bombé, et là, j'étais content d'avoir appris, puis là, je vais aider les gens, puis là, je vais faire quelque chose avec ça. Fait que, tu sais, moi, ça a été mon école, la thérapie manuelle. Maintenant, ça peut être autre chose, là. Mais ces cours-là servent beaucoup aux physiothérapeutes à se donner confiance. Puis quand on parle de greater expectation, là, c'est pas juste pour le patient. En fin de compte, c'est pour le thérapeute aussi. Les croyances du thérapeute vont l'aider à lui devenir plus efficace dans ce qu'il fait puis être meilleur comme thérapeute. Un mélange d'expérience puis d'exposition à différentes choses, là, finalement. Il y a quelque chose qui est frappant là-dedans, puis ça aussi, c'est des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes, puis je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses. Puis en fait, je sais un peu qu'est-ce que tu en penses, mais je suis curieux de t'entendre parler là-dessus. Tu sais, au Québec, puis dans beaucoup de systèmes de santé, publics ou privés, partout dans le monde, puis d'ailleurs, j'aimerais ça aussi t'entendre sur comment ça se passe ailleurs, là, parce que tu en vois là, ailleurs dans le monde. Tu sais, on paye beaucoup pour des interventions comme société, finalement, qui servent à rien. Tu
sais, la PTG puis la PTH est remboursée, puis la chirurgie pour la chronoplastie, c'est dans le système public, mais la physio, ça, on n'a pas grand-chose, finalement, tu sais. Alors, la société accepte de payer des interventions qui sont pas nécessairement efficaces, très loin dans le spectre, tu sais, avec une augmentation de risque, une augmentation de chronicité, alors qu'on paye pas les interventions qui devraient se faire d'emblée au début. Ouais. On retombe sur du privé, on retombe sur des assureurs à ce moment-là. Ouais. Mais en fait, tu as raison. La seule chose que je vais me permettre de dire, c'est que c'est un peu de notre faute. En fait, les physios, on a fait du massage puis de l'électro pendant des années, OK? Fait que j'ai rien contre le massage, hein, j'adore me faire masser, puis moi je pense que ça fait beaucoup de bien. Mais quand on parle d'une profession... Le problème, c'est souvent c'est de faire que ça. C'est ça, exactement. Puis tu sais, l'autre chose aussi, c'est que comme profession, si on veut que les médecins nous réfèrent des patients, si on veut que le système public paye pour nos interventions, il faut d'abord et avant tout qu'on soit capable de montrer qu'on est important, qu'on est essentiel, ce qu'on est en train de montrer. Là, moi, je pense qu'on évolue et qu'on va utiliser des modalités à haute valeur thérapeutique et qu'on va être efficace comme profession. Et efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir justement les bons outils dans le coffre d'outils. Puis tu sais, quand on en parle depuis tout à l'heure, mais quand tu parles, je reviens encore une fois, l'éducation du patient sur l'éducation à la douleur, sur l'éducation aux bonnes pratiques pour avoir une santé globale, l'ensemble de ces choses-là, c'est l'essentiel. Fait que c'est sûr que moi, si j'étais un politicien puis que je regardais la physiothérapie puis que ce que je vois de la physiothérapie, c'est des modalités passives puis c'est des traitements répétés qui servent à pas grand-chose, bien, c'est sûr que ça me donnerait pas le goût. Fait que moi, je pense que ça passe par nous. On a cette responsabilité-là. Et ce qu'on fait là, puis ceux qui vont nous écouter puis qui vont peut-être être choqués pour certaines parties de ce qu'on va dire, ben j'espère qu'on sème des graines pour faire en sorte que les professionnels grandissent, s'élèvent un peu, puis soient capables de prendre la hauteur sur qu'est-ce qu'on fait, puis comment on peut être meilleur comme profession et comme individu dans cette profession. Comment est-ce que, tu sais, une des difficultés qu'on a en physio, tu sais, quand on décortique un peu notre façon de réfléchir, quand on est avec un patient, tu sais, on va évaluer sa condition. Ça, on est pas mal bon là-dedans. On va poser un diagnostic en physiothérapie. On est assez bon là-dedans, à savoir c'est quoi les problématiques avec le patient. On est même rendu de mieux, on est de meilleur en meilleur avec le pronostic d'une pathologie. J'ai de plus en plus enseigné aussi en milieu universitaire. Tu sais, mais entre les deux, tu as les interventions, puis tu as être capable de démontrer que de consulter en physio, c'est plus efficace que de ne pas consulter. Alors, comment est-ce qu'on fait en physio pour montrer qu'on est plus efficace? Ça semble être la chose la plus difficile à faire. Oui. Ben, puis efficace plus que rien, puis efficace plus que d'autres. Oui. Mais idéalement, il faut qu'on mène des études bien menées, puis c'est ces études-là qui sont coûteuses. Là. Quand tu fais un suivi de 100 patients avec des thérapeutiques, puis tu fais un follow-up d'un an sur l'évolution de sa condition, puis que tu veux suivre sa fonction, sa douleur, son niveau d'activité, il y a une complexité quand même dans ces études-là qui rendent ça difficile, tu sais. Mais moi je pense sincèrement que c'est par la science qu'on va réussir à démontrer la valeur de nos interventions. Et c'est pas juste de produire plus de science, mais c'est aussi de l'analyser actuellement, parce qu'on a plein de sciences qui nous guident actuellement sur des meilleures pratiques. Il y a des guides de pratique sur différentes pathologies qu'on sait qu'on devrait faire ou pas faire. Je vais te donner un exemple. Douleur fémoro-patellaire. Les consensus d'experts disent qu'il faut arrêter de faire de la thérapie manuelle, que ça sert à rien, et qu'il faut arrêter de faire de l'électrothérapie, ça sert à rien, et que le traitement de choix, c'est la quantification du stress mécanique, le load management, l'exposition graduelle, avec des exercices qu'on peut faire. C'est assez clair ce qu'il faut faire avec ça, tu sais. Le problème, c'est qu'on a encore une tonne de physiothérapeutes qui ne sont pas au fait de ces connaissances-là. Fait que c'est pas juste de produire plus de sciences pour savoir quoi faire, c'est aussi de s'assurer que le transfert de connaissances se fasse dans notre profession. Et puis après ça, tu sais, moi je voyage un peu partout, là, en Europe, en France, là. Tu as des physiothérapeutes jeunes qui se forment un maximum. Tu as des personnes qui, après un certain âge, font plus rien. Et qui, là, vont faire 20 ans de physio, ils vont faire toujours la même recette et le trio McDo, là, tu sais. Fait qu'on n'est pas tant différent au Québec. Qu'est-ce que tu vois à l'international, dans la pratique? Est-ce que on est meilleur. On est meilleur? On est clairement meilleur. Oh ouais, moi, j'ai fait le tour du monde, j'ai enseigné partout, là, puis je peux te dire que
Les physiothérapeutes au Québec, moi, je pense qu'on est meilleur qu'à peu près tous les autres pays. Il y a vraiment des pays émergents qui sont, tu sais, l'Angleterre est quand même très solide, c'est un de nos compétiteurs, je vais dire. Tu sais, il y a vraiment des physios de haut niveau de compétences, mais j'ai des personnes qui travaillent là-bas qui vont plus loin que ça puis qui disent non, finalement, ils sont vraiment pas si... on n'est pas si bon de façon générale. Moi, je pense qu'au Québec, la profession est assez bonne de façon générale parce que tu peux pas juste regarder les personnes qui sont le plus en vue, qui sont le plus mis de l'avant, puis qui sont ceux qui enseignent, par exemple, à l'université ou autre, pour savoir c'est qui les meilleurs physios. Tu sais, il faut regarder la masse de la profession. Et moi, je pense qu'au Québec, on est vraiment dans les tops. La France se développe, les jeunes Français se développent en accéléré, mais il y a une vague de vieux kinés, de vieux physios en France, en fin de compte, qui se forment pas et qui sont complètement déconnectés. Les Italiens sont pas mal bons, les Australiens sont bons, puis après ça, ben, les Espagnols, ils ont un peu plus de misère. Il y a quand même, moi, je suis capable de... J'ai fait le tour de plein de pays dans le monde. Là, puis, au Japon, c'est pas évident. En Chine, c'est très loin. C'est ça. On est fort. C'est quoi être un bon physio? Bien, comme on disait tout à l'heure, on a parlé des 3 sphères, là, savoir, savoir-être, savoir-faire. Là. Moi, je pense que le bon physio est défini beaucoup sur cette alliance thérapeutique qu'il arrive à créer, le savoir-faire, le savoir-être, On développe des skills en savoir-faire, mais qui ne sont pas toujours essentiels, mais c'est des skills que tu peux développer qui sont intéressants. Et bien, le savoir va souvent nourrir tes autres sphères aussi, c'est-à-dire quand tu apprends, quand tu t'éduques, exactement, bien, ça fait en sorte que tu vas avoir un peu plus de confiance, tu vas être capable d'en faire plus. Est-ce que les systèmes dans lesquels les professionnels pratiquent ont un impact sur la qualité de leurs soins? Dans quel sens? Ben, tu sais... Genre, je travaille en public, en privé ou... L'organisation du travail. Tu sais, par exemple, mettons la première ligne versus des endroits où il n'y a pas la première ligne. Tu sais, à quel point est-ce que tu penses que le contexte dans lequel la personne pratique, au niveau micro puis au niveau macro, à quel point ça a un impact sur la globalité de la pratique dans un état en particulier? Je vais te donner un exemple très simple. Au Québec, on a l'accès direct. C'est-à-dire que à PCN, je pense que c'est 92 % des clients qui viennent nous voir qui n'ont pas vu de médecin avant. Ils arrivent direct. Et ça a changé beaucoup depuis les 20 dernières années. Il est à temps, là? C'est en 94, je pense qu'on a eu l'accès direct. Ça fait 30 ans, là. Ouais. Fait que oui, en France, ils ne l'ont toujours pas. Ouais. Ne pas avoir l'accès direct, ça fait en sorte que tu n'as pas la responsabilité finalement de ton diagnostic. Tu n'as pas la responsabilité générale. Exactement. Et clairement, ça downgrade, ça diminue la valeur du professionnel. Et une des choses que je dis souvent en français quand je vais là-bas, c'est que, bon, il y a plein de jeunes qui sont super bons, ils ont plein d'affaires, mais la partie où ils sont pas bons, c'est le diagnostic parce qu'ils n'ont pas l'accès direct. Ouais, c'est ça. Fait que c'est clairement ça change rien pour eux. T'sais. Exactement. Là, maintenant, c'est devenu un master, c'est à l'université. Ils ont upgradé beaucoup leur niveau de compétences et les nouveaux formés sont meilleurs. Mais il reste quand même que tant que tu n'as pas l'accès direct, tu n'as pas cette responsabilité qui vient avec le fait de faire un diagnostic plus adéquat, de s'assurer de la sécurité de ton diagnostic et des drapeaux rouges, puis après ça, d'offrir une thérapeutique qui est appropriée par rapport à ce que tu as identifié. Créer un plan de traitement. C'est quand tu n'as pas besoin de faire un diagnostic, ben, tu te poses moins de questions sur ce que le médecin te dit. C'est clair. Puis là, ben, tu fais ton traitement. Après ça, ben, si on te donne 8 séances, ben, tu fais tes 8 séances, puis tu te poses moins de questions sur est-ce que c'était nécessaire. Ben oui. Est-ce que ça serait pertinent d'aller plus loin? Exact. Donc là, ça t'amène moins à réfléchir, c'est plus une machine. Puis tu sais, les habitudes de pratique, tu sais, on va prendre l'exemple des ligamentoplasties post-chirurgie en France. La moyenne de traitement est entre 45 et 60. Wow. C'est nous, au Québec, on est à quoi? Peut-être 12, 15, je sais pas. Là, même 20, c'est la moitié. Là, ben oui. Fait que ça, encore une fois, c'est des habitudes, c'est une manière de faire. Après ça, il y a d'autres problématiques. En France, ils sont payés 16,13 € le patient. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est comme dramatique. C'est comme 25 $ au Québec. Là, fait que ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Fait que, puis après ça, même chez nous directement, chez nous au Québec, on a les patients CCC, puis on a les patients privés. Ouais. Et on a deux systèmes qui sont complètement différents et qui sont, c'est pas les mêmes qui vont les traiter, c'est pas le même temps de traitement, c'est pas le nombre moyen de traitement, le nombre moyen de traitement par personne est différent. Oui. Fait que tu sais, on est comme dans deux systèmes complètement différents là, tu sais. Oui. Fait que puis
Là, il faut changer le système. Il y a une complexité aussi autour de ça. Oui, ben en fait, un peu comme ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment, si tu changes pas le système finit par te changer. Ouais. On voit les fameux cash clinics, les physios qui sortent du réseau contrôlé par les assureurs, ouais. parce que ce réseau-là devient de moins en moins pertinent ouais. pour la qualité des soins, pour la santé mentale au travail, pour le volume, alors que là, ultimement, les problèmes finissent toujours par amener des solutions. Il faudrait qu'on se pose des questions avant que les solutions s'imposent à nous, parce que ça ne veut pas toujours dire que c'est des solutions qu'on voudrait. Il y a cette réalité-là. Peut-être une dernière chose avant qu'on mange, Blaise. J'aimerais savoir ton opinion sur parce que là, on parle de surmédicalisation, surtraitement, traitement pour rien. Est où la ligne entre la prévention puis le dépistage de pathologie réelle, puis de faire tout ça pour rien? Comment est-ce qu'on... Est où la limite là, entre la prévention puis... je pourrais dire je fais de la prévention, je vais passer mon IRM, je fais de la prévention, je vais voir mon médecin qui prend ma pression puis qui fait mon bilan sanguin annuel. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas toujours pertinent de faire ça. Puis ça va plus loin que ça. Tu fais des investigations, en fin de compte. Tu fais une investigation pour identifier dans quelle mesure ta prostate est correcte ou pas, tu sais, puis finalement, tu sais que ça va... Il y a un certain nombre de chances que ça t'amène à faire des thérapeutiques qui sont inappropriées et qui vont même être parfois nuisibles parce qu'on t'a fait un diagnostic initial. En musculo-squelettique, on te fait une radiographie parce que tu as mal au talon, on découvre une épine de le noir et puis après ça, ça rend le patient anxieux, ça augmente le nombre de traitements, ça augmente plein d'affaires, c'est un problème. On fait des orthèses, on décharge le pied perd des capacités, puis là, finalement, t'es pris des orthèses pour le reste de ta vie. Exactement. Non, mais c'est parce que ça, tu sais, des histoires d'hypermédicalisation dans notre profession, on en a une tonne. Mais ça, c'est un bon exemple. Tu sais, Sorry, guys. Elle est où le... parce que moi, j'aime beaucoup croire que, étant donné qu'en physio, on fait des interventions qui sont pas invasives, on fait des interventions qui sont très peu dangereuses, que les gens, je pense que les gens cherchent une santé parfaite. C'est de plus en plus le cas, là, la population. Ouais. Tu sais, comme qu'on a un rôle à jouer dans, si la personne veut qu'on fasse un screening, mettons, annuel de sa santé, je pense que j'ai un rôle de le rassurer, ce patient-là. Exact. Que ça va bien. Mais ça, c'est correct. Puis que ça va, moi, je deviens un peu un gardien de plus de médication inutile. T'sais. Oui, puis ça veut dire que c'est la nécessité que tu as d'avoir les connaissances qui vont te permettre de dire au patient qui vient te voir parce qu'il y a un pied plat, puis que sa grand-mère, il a dit, hey, là, tu as un pied plat, il faut que tu aies des orthèses, ça va te donner des douleurs de genoux, etc. Notre responsabilité, c'est d'être capable justement de rassurer ce patient-là pour lui dire non, tu n'as pas besoin, non, c'est pas un facteur de risque, non, tu n'as pas besoin d'orthèse plantaire, et non, en fin de compte, oublie tes pieds plats parce que c'est comme un gros nez, ça change absolument rien. Et ça va venir des connaissances que tu vas avoir acquises par rapport justement à ces facteurs de risque parce qu'un des problèmes qu'on a actuellement, c'est qu'on a tellement de fausses croyances comme professionnels qu'on croit que les pieds plats, le genou valgus, le drop du bassin, l'ensemble des paramètres, la faiblesse du grand fessier... On se trouve des problèmes. On se trouve plein de problèmes. Parce que je pense qu'on pense qu'on est assez intelligent, qu'il faudrait complexifier les choses. Hein? On voit l'omoplate qui bouge de façon anormale sur mon rythme scapula-huméral. Exact. Exact. Fait que c'est tout ça, je pense. Moi, je pense que tout ça part de connaissances. Ces connaissances-là, en fin de compte, on n'est plus critique maintenant, mais maintenant, elles viennent du fait qu'il y a de la science qui nous dit qu'on s'est égaré. Mais initialement, on a fait des choses sans science en pensant que c'était bon. Et moi, je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit prudent d'aller. Parce que là, on invente des choses, on intellectualise des choses avec un manque de cohérence qui fait en sorte qu'on détermine qu'il y a des choses qui sont inadéquates, pas correctes, et que finalement, on veut corriger, médicaliser. Et ça, c'est là qu'on s'égare et c'est là qu'on crée des problèmes. Quand les gens viennent nous voir avec des fausses idées comme ça, parce que quelqu'un leur a dit ou parce qu'ils ont vu ça sur Instagram, c'est quoi le pourcentage, d'après toi, de gens qui ont réussi à convaincre qu'on a raison puis de ne pas intervenir versus la quantité de gens qui disent « OK, merci, puis qui s'en vont faire d'autres choses ailleurs? » Ouais. En fait, je pense que ça dépend beaucoup de ton aura et de ta crédibilité comme individu. Tu sais, moi, il y en a qui viennent me voir, qui payent très cher pour venir me voir, et quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils sont prêts à m'écouter. Tu sais. On leur souhaite. Je fais un remplacement à Trois-Rivières à un moment donné parce que j'aide une clinique une de nos cliniques finalement qui manque de physio, fait qu'on va faire des remplacements, mais je travaille une journée, les patients me connaissent pas, ils n'ont aucune idée c'est qui Blaise Dubois, et là je m'en vais là, puis
je suis un thérapeute normal, régulier, en fin de compte, sur lequel eux ont aucune attente par rapport à moi. Et là, la game change. Parce que là, j'ai besoin d'être convaincant. J'ai besoin de sortir des arguments pour dire non, mais ce que tu veux faire, là, c'est pas une bonne chose, là, tu sais. Puis ta question est bonne, là, tu sais, c'est... Moi, j'ai des patients, des fois cortiqués, ingénieurs, qui sont preneurs de tout ce que je vais leur dire au niveau scientifique, puis il y en a d'autres pas du tout, tu sais. Des fois, il y a des ingénieurs qui, oui, 1 + 1 = 2, puis là, on leur explique que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est ça. C'est pas toujours facile, ça. Ouais. Fait que oui, fait que c'est ça, cibler le patient, essayer de savoir comment qu'on va avoir un impact sur ce patient-là, puis essayer de lui donner les bonnes informations. Avant qu'on mange nos sushis, Blaise, sur quoi tu nous fais moi, je le mot de la pense fin? Je pense qu'il faut qu'on s'éveille, qu'on continue de s'éveiller à la science. Je pense que la nouvelle génération est clairement aime ça, savoir c'est quoi qui est bien démontré, c'est quoi qui n'est pas bien démontré. Notre génération à nous, elle est entre les deux, mais on a une génération plus vieille que nous souvent qui sont un peu, qui ont été réfractaires à la littérature scientifique, à la science, pour dire ouais mais ça marche cliniquement. Moi ça fait 20 ans que je fais des ultrasons, ça fonctionne. Il n'en reste pas beaucoup, hein, parce qu'en moyenne, 10 ans sur le marché, c'est vrai. Ceux qui ont plus que 10 ans d'expérience, les chiffres... Ouais. Je pense que la profession maintenant a un niveau de compétence en lien avec la littérature scientifique, avec nos connaissances qui est élevé. Et, oui, parce qu'on parle juste du négatif des réseaux sociaux, mais moi, je me nourris énormément en connaissances à travers des gens que je suis sur Twitter. Feu Twitter, mais X ou Instagram et compagnie, des gens à qui je fais confiance, que je sais que leur vulgarisation fait du sens, ça en fait partie, notamment. Donc, c'est le fun d'être capable de... J'ai 5 minutes dans ma journée, je tombe sur tel truc, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Donc, il y a des bons côtés aussi là, certainement. On n'a jamais eu autant de proximité avec la science. On n'a jamais autant réduit le gap qui existe entre de la science, c'est-à-dire des connaissances, et la pratique clinique. Parce que si tu reviens 20 ans en arrière, il y avait 10 ans de gap entre, il y a une étude qui sort, puis à un moment donné, on l'applique cliniquement. La problématique avec les médias sociaux, c'est qu'on a réduit ce gap-là, mais il y a énormément de bruit et de confusion associée. Parce que là, il y a plein de bullshit qui se fait à travers tout ça. Fait qu'il faut être vigilant, il faut continuer de s'enrichir. Et puis, même la science n'a pas la réponse à tout. Il faut être cohérent aussi avec l'ensemble de cette science, parce que des fois, la science nous amène des choses, puis là, c'est pas cohérent avec ce qu'on connaît déjà, avec ce qu'on fait actuellement. Et là, il faut se questionner, puis se remettre en cause, puis laisser notre ego de côté, puis se laisser bouleverser par l'ensemble de ces connaissances-là. Oui, puis parfois aussi se poser la question sur est-ce que biologiquement, ça fait du sens? C'est ça. Est-ce qu'il y a une plausibilité biologique? Est-ce qu'il y a une cohérence théorique? Quand il n'y a pas de science, c'est les deux choses qu'on intègre. Parce qu'on entend souvent ça, c'est parce que ça n'a pas encore été démontré, mais des fois, il y a des trucs qu'il faut se poser la question sur, ça sera probablement jamais démontré. Exact. Blaise Dubois, un gros merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Puis, nos sushis sont froids. Là, oui, c'est froid normalement. Peut-être moins. Merci énormément. À une prochaine, j'espère. Certainement. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Pour me rejoindre, j'aime toujours ça savoir comment est-ce que tu trouves mon contenu, est-ce que tu as des idées de sujets, de quoi est-ce que tu voudrais qu'on discute. Frankie Physio sur Instagram, sur Facebook ou à mon courriel françois@mouvementphysio.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.